Bonjour chez vous, quel bonheur de vous retrouver en cette matinée du 14 juin 2017 pour une nouvelle aventure matinale à vos côtés. Vous êtes sur RTI 1, vous avez choisi la meilleure des chaînes, celle qui rassemble et la meilleure des matinales. Matin bonheur, plaisir, sourire, bonne humeur, beaucoup d'énergie positive et surtout des informations capitales afin de vous permettre d'avoir une journée étincelante. Nous sommes en place, Marco et moi, je vous dis bonjour. Bonjour Marco. Bonjour Eva, bonjour à tous mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. C'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous avoir chaque fois qu'il s'agit donc de Lefto. Toute la famille donc de Lefto se joint à moi pour dire qu'on est ensemble sur la RTI, sur RTI 1, en direct d'Abidjan, en intégralité. C'est tous les jours comme ça. Et nous sommes au 3e jour ouvrable. Au sommaire de ce rendez-vous, on va rencontrer avec beaucoup de plaisir le docteur Kwame Nguessan André. Il est, tenez-vous bien, directeur de la planification et mobilisation des finances à l'ONAD. L'ONAD, c'est l'Office national de l'assainissement et du drainage, un office très important, très sollicité en ces périodes de pluie. Avec lui, nous allons faire un peu le bilan de tout ce qui rythme les affres de cette difficultueuse saison des pluies. Ensuite, nous irons aussi avec notre invité, Dr Seydou Konaté. Il est directeur général du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du don de sang. Qu'est-ce que ça représente en Côte d'Ivoire? Pourquoi on donne son sang gratuitement et qu'après nous sommes obligés de payer? Pourquoi parfois il y a pénurie de sang? Autant de questions. On espère qu'ils trouveront réponse dans la bouche de notre invité. Et puis, vous le savez, les mercredis, on parle famille. Et ce mercredi 14 juin, nous allons avoir le plaisir, une fois de plus, de discuter avec Mme Bernadette Asson-Nguessan, notre psychologue maison, on va dire ça comme ça, avec qui nous allons parler d'un thème très intéressant. Tenez-vous bien. Eva a déjà commencé à aiguiser ses questions. Il s'agit tout simplement de femmes salariées et vie de famille. Celle qui arrive, je ne connais pas son salaire, mais je sais qu'elle a une vie de famille assez sympa. C'est Fatim Djidje. On la découvre, ou du moins, on la redécouvre chaque matin avec la titrologie pour commencer. C'est parti. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à vous. Pour savoir de quoi parle la presse nationale ce 14 juin 2017, eh bien, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et on va démarrer avec Fraternité Matin, donc, qui titre ce matin « San Pedro coupé du monde à cause des pluies diluviennes ». Et dans la région du Bas-Sassandra, le principal port d'exportation du cacao est inaccessible, nous dit la couverture. On apprend aussi que la Chine a fait ses adieux à Cheikh Tioté, dont la dépouille est attendue demain à Abidjan. Ce matin, l'intelligent d'Abidjan propose une interview de Marcel Gossiot. Depuis l'Ouest, les frondeurs réclamaient à Ouattara des jetons de présence de 10 millions de francs CFA, affirme-t-il. On continue avec l'Expression qui s'intéresse à l'épineux dossier de la présidentielle de 2020 et titre « Comment la crise de succession de Ouattara profite à un troisième larron, sous-entendu le FPI ». Au sujet du stock des arriérés, le quotidien vous dit pourquoi la rencontre prévue entre le Premier ministre et donc les fonctionnaires n'a pas eu lieu hier. L'Inter, maintenant, s'intéresse aux revendications dans l'armée et nous dit que les langues se délient à propos des mutineries de Bouaké. Tout autre sujet, on apprend que les militants ont assiégé la maison du PDCI hier pour protester contre des nominations. Une information que je développerai lors de la revue de presse. L'intervention de Mabry Touakeuse à RFI se retrouve en une de Nord-Sud. Au sujet de la cache d'armes à Bouaké, il affirme qu'il faut laisser Soro et Ouattara gérer ce dossier. On apprend qu'une candidate a accouché lors des épreuves écrites du BEPC aussi. Allez, Soir Info maintenant, qui titre « De retour de la CPI, un témoin est traqué. Je suis menacé de mort et j'ai été renié », dit-il. Et on peut lire qu'une fronde se prépare contre un ministre du président Ouattara suite à un litige foncier à Angré. On poursuit avec La Voix originale qui titre « 1000 milliards à Bouygues pour le métro ». L'hémorragie financière de la Côte d'Ivoire se poursuit et on apprend qu'une fondation va pérenniser l'œuvre du père de la littérature ivoirienne, le bien nommé Bernard Dadier. Et on finit avec cette une déconcertante de VIP Magazine qui s'intéresse aux églises évangéliques de Côte d'Ivoire et titre « Sexe à gogo au nom de Jésus, des pasteurs couchent avec les mamans et leurs filles ». C'est bien glauque tout ça. Moi, je vous donne rendez-vous à 6h45 pour une revue de presse complète.
Très bien, Fatim DJ, on vous retrouve dans quelques instants et on espère avoir le détail de la une de VIP Magazine hein, qui nous interpelle ici sur ce plateau. Tellement de choses sont dites, tellement de choses sont racontées. On a hâte d'avoir la teneur véritable de ces articles. Vous faites bien d'être sur RTI 1, vous suivez la matinale multivitaminée, j'ai nommé Matin Bonheur et c'est toujours un plaisir innommable et incommensurable d'être en votre compagnie pour démarrer la journée. On va la démarrer d'ailleurs en douceur mais en activité grâce au coach Fabrice qui vous propose la gym quotidienne. Bonjour à tous, bienvenue à cette séance de gym. Aujourd'hui nous allons travailler le fessier. Donc vous allez juste avoir besoin d'un tapis pour pouvoir faire tous les mouvements. Alors pour ce faire je suis accompagné de Rosemary. Donc on y va sans plus tarder. Allez, on se met à quatre pattes. Ok. On va travailler d'abord avec la jambe gauche, ok. Le premier mouvement, on va faire rentrer la jambe là, et on va frapper en arrière. Allez, top, c'est parti. 1, on en fait 10. 2, 3, 4, bien haut. 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on bloque la jambe, on descend très bas et on remonte là. Là, 1. 2, 3, super, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On garde la jambe tendue, on l'appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et reste plié, on va plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe à la position du chien qui pisse. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on reprend tous ces mouvements à zéro une dernière fois sur la jambe gauche. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on continue, la jambe monte et descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on tend la jambe derrière, on l'appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On garde la jambe pliée, on va bien haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, la position du chien qui pisse. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, on a fini de travailler sur la jambe gauche. Pour équilibrer, on est obligé de travailler la jambe droite. Prenez courage. Allez, on fait demi-tour. On se remet à quatre pattes. Allez, on part pour la jambe droite. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On garde la jambe là, on monte et on descend. Go. 1, 2, 3, 4, 5. La jambe frôle le sol. 7, 8, 9. Ok, allez, on garde la jambe tendue et on referme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On garde la jambe là, on monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on redescend la jambe, position du chien qui pisse. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on repart encore avec la jambe droite, toujours pour le premier mouvement. Allez, les frappes arrière. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on tend la jambe, on monte et on descend. Go.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on garde la jambe là, en plie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, courage, 7, 8, 9 et 10. On garde la jambe là, on va plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend la jambe, on ne touche pas le sol, la position du chien qui pisse. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On est passé 2 fois sur la jambe gauche, 2 fois sur la jambe droite. On va s'étirer un peu le fessier. Allez, on couche les orteils. On s'assoit bien sur les talons. Allez, on tire devant. Voilà. Allez, tirez chez vous aussi. Super. Alors, on s'assoit. Bravo Rosemary. Félicitations à vous. J'espère que vous avez aimé cette séance. Répétez ces mouvements de fessier. En principe, là, vous devez avoir même les ischio-jambiers qui sont contractés. OK? Donc, faites ces étirements un peu plus longuement pour bien vous détendre. Lorsque vous levez, relâchez un peu les jambes. OK? Et je pense que le tour est joué. Alors, moi, je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. À vous sur le plateau. Ciao! Allez, coach Fabrice, merci. On a voulu en tout cas, Eva et moi, venir faire une séance avec vous. Mais bon, vous avez jugé que notre niveau était vraiment trop élevé pour vous. C'est pour ça que depuis, les téléspectateurs n'ont pas l'occasion de nous voir. Sinon, en temps normal, Eva, donc troisième dan de Shotokan, et votre serviteur, vraiment diplômé en taekwondo. C'est la première fois que ça existe un diplôme en taekwondo. On serait là. En tout cas, merci à vous, coach Fabrice, pour tous ces mois avec nous. Et c'est un grand plaisir de vous avoir chaque matin. Alors, dans quelques instants seulement, mesdames et messieurs, on va avoir le plaisir d'avoir sur ce plateau le docteur Kwame de l'ONAD, docteur Kwame Nguessandré. Il est, je rappelle, directeur de la planification et mobilisation des finances à l'Office national de l'assainissement et du drainage. Nous allons parler avec lui des dispositions pratiques en cette saison des pluies. Mais avant, le temps pour moi de vous donner quelques informations sur la météo. 26 à 29 degrés pour ce matin sur les principales poches climatiques de notre pays. Le temps est frais, doux, avec assez de vent, des pluies assez faibles jusqu'à moyenne sur, bien sûr, toutes les zones climatiques, notamment dans l'ouest montagneux. On va aller maintenant à un premier no comment que nous vous proposons maintenant, tout en souhaitant bien sûr une très bonne fête à toutes ces personnes qui se prénomment Élisée. Je pense à un ami, un frère, Élisée Dengui, qui officie sur une radio qu'on connaît tous, qu'on salue bien. Alors, concours d'orthographe, c'est tout un programme. Regardez. L'égide du ministère de l'Éducation nationale, GM Papa et Totem Communication avec l'Institut français d'Abidjan organise la deuxième édition 2017 du jeu concours d'orthographe lexicale dénommé Épelle-moi. 3 instants majeurs à retenir, 4 finales régionales, 27 mai et 3 juin à l'ISTC Cocody, 2 demi-finales, 10 juin à l'ISTC Cocody. La grande finale, 15 juin, à la salle de spectacle de l'Institut français d'Abidjan. Venez tous au grand rendez-vous intellectuel. Infoline 02 44 71 86. Épelle-moi, car l'éducation de nos enfants est une noble mission. Voilà, j'espère. Ah oui, 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 pourquoi pas. Moi, je suis fan de la langue française et de toutes ses subtilités. Et surtout de, je sais pas pour vous, hein, et d'orthographe. Hein. D'ailleurs, j'étais première en français pendant tout mon cursus scolaire. Et oui, en maths, dernière, ça c'est sûr, mais en français, oui, toujours première. Ah oui, oui, oui. On va avancer. Non, 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 vraiment première, tête de classe. Et ça, tout le monde, ceux avec qui j'ai fait les cours peuvent en témoigner. Ils sont sur Facebook d'ailleurs. Sans déjà. Aucun. On va à présent, après l'orthographe, passer à la cuisine et se plonger dans l'univers de la restauration. Bonjour. Bonjour. Pour le tournage d'aujourd'hui, c'est dans cette maison que notre équipe de reportage a déposé ses valises. Cette propriété est à la fois une résidence et le siège d'une entreprise de restauration. L'ambiance nous montre bien que nous sommes à la bonne adresse. Chez la restauratrice, on y trouve des mets d'Afrique et d'Europe. D'ordinaire, la maison va livrer des commandes chez des particuliers ou dans des services. Mais aujourd'hui, en plus des commandes à honorer,
Les clients pour lesquels on s'active principalement ont décidé de venir manger sur place. Ils veulent manger aujourd'hui occidental et il y a certains aussi qui ont demandé du safran. C'est un riz jaunâtre, voilà, avec des légumes et tout ça qui tire sur le chef, mais ce n'est pas le chef. 13 h, l'heure du rendez-vous a sonné. La table est dressée. Mais la première personne à franchir le portail est plutôt une cliente venue prendre sa commande. Je connais Madame Imba depuis déjà quelques années et j'ai l'habitude de faire des commandes avec elle pour mes cérémonies. Je reçois des personnes, j'ai décidé de prendre un plat de canapé froid avec elle. Un quart d'heure plus tard, les convives sont enfin là. Un groupe d'amis autour d'une table où règne une ambiance bon enfant. Pour l'entrée, la commande est très bonne, c'est très doux, c'est délicieux. À domicile, sont encore plus protégés, encore plus intéressants. Et le repas est très bien fait, c'est pourquoi je viens à domicile. L'ambiance qui règne ici donne une idée de l'importance de ce métier. Le métier de la restauration, auquel même les hommes s'intéressent de plus en plus. Là, qui te connaît, ça n'y a pas de problème. Si c'est ça, là, c'est pas quoi de femmes seulement. Les garçons préparent bien plus les femmes. On vend, on se débrouille un peu, on gagne un peu de pain pour pouvoir nourrir notre famille. Après près de 3 heures passées chez notre hôte du jour, nous allons prendre congé, avec l'idée que la restauration est un métier qui nourrit bien son homme, pourvu qu'on y mette du sérieux. C'est pour encourager ce secteur d'ailleurs que Marilyn a lancé il y a peu un concours pour dénicher et encourager les talents culinaires cachés. Vraiment, toutes nos excuses hein, si vous êtes en jeûne, mais en tout cas, bon appétit pour ceux qui ne jeûnent pas. Et elle nous a mis l'eau à la bouche. Voilà, en tout cas, franchement, c'est une nouvelle tendance qui est de mise, hein, c'est bien. Et il y a des fois, si vous avez des manifestations comme ça au dernier moment, il y a des circuits quand même. Et puis on sait, hein, les Ivoiriens, à l'instar du monde entier, on aime bien manger. En tout cas, lui, je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais en tout cas, je sais qu'il a, il a un grand plaisir à être sur notre plateau. Et on va l'interroger dans quelques instants seulement. Il s'agit du docteur Nguessan Kwame André de l'Office national de l'assainissement et du drainage. Quelles dispositions prendre par ces temps de pluie? Et puis, quel est le rôle assigné à cette structure afin de venir à bout de tout ce qui rythme cette saison, parfois qui s'annonce difficultueuse hein, pour les populations autant rurales qu'urbaines? C'est tout à l'heure, tout juste après ce jingle. Bonjour, docteur Nguessan. Bonjour. Docteur Nguessan, bonjour. Vous êtes donc directeur de la planification de l'UNAD. Oui. Et on a beaucoup de plaisir à vous recevoir aujourd'hui. Je pense que ça va intéresser fortement les Ivoiriens parce que la période actuelle, donc la saison des pluies, oui, cause énormément de problèmes. Et on accuse l'UNAD sans savoir que cet office même existait. Moi, je l'ai appris que très récemment. On se dit qu'il y a un problème d'assainissement et de drainage à Abidjan. Les eaux de pluie ne s'évacuent pas, causant des inondations, causant des éboulements, causant des maisons qui s'affaissent. Vous êtes là bien placé pour nous dire pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes de drainage et d'assainissement à Abidjan. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est une belle lucarne que vous nous donnez ce matin pour d'abord présenter l'ONAD, puisque vous l'avez même signifié que il y a très peu de temps qu'il y a su que l'ONAD existait. Il faut dire que l'ONAD est la dernière structure d'État qui a été créée. Elle a été créée en 2011 et opérationnelle en 2014. Donc si on fait le calcul, il y a moins de 3 ans effectivement que nous existons. Notre mission, donc notre rôle que l'État nous a confié, c'est de pouvoir assurer l'accès aux installations d'assainissement et de drainage à l'ensemble de la population, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc revenant à votre question, il faut dire que l'Office, depuis son opérationnalisation en 2014, a mis en place un certain nombre de dispositions de sorte à ce que les populations, tant urbaines que rurales, puissent avoir accès à un mieux-être vis-à-vis de l'assainissement. Et donc les dispositions pratiques que nous prenons se situent en 4 grandes étapes. En premier lieu, avant qu'on arrive dans la saison des pluies, puisque nous travaillons en lien avec la météorologie et la connaissance de saison des pluies en Côte d'Ivoire, dont les pics sont observés au mois de mai à juin, les pics de saison des pluies. Nous sommes en plein dedans. Voilà, nous sommes en plein dedans. Et donc nous faisons ce qu'on appelle une opération pré-saison, de janvier jusqu'au mois d'avril. Donc les 4 premiers mois, nous entretenons l'ensemble des points critiques qui sont susceptibles d'être inondés. Donc c'est-à-dire que là où il y a des ouvrages, bien évidemment, donc nous faisons en lien avec les communes d'Abidjan, puisqu'on parle d'Abidjan,
en lien avec la SODECI qui est le fermier. Le fermier, c'est celui qui entretient l'ensemble des ouvrages d'assainissement du district d'Abidjan. Donc en lien avec le fermier, donc, nous identifions l'ensemble des points critiques et nous faisons l'entretien avant le mois de mai. Donc ça c'est fait. La seconde opération, c'est que nous avons des ouvrages primaires, c'est-à-dire que des ouvrages de grande capacité, de grande section. On peut donner quelques exemples, par exemple les ouvrages au niveau de l'Indénié. Nous avons également des ouvrages au niveau du Banco, nous avons des ouvrages au niveau du Golfe, qui, si ces ouvrages ne sont pas entretenus, créent des difficultés de circulation, perturbent carrément le trafic au niveau d'Abidjan. Alors docteur, justement, on va prendre des cas pratiques. Oui. On a un cas, on va dire sempiternel, l'éternel, qui vraiment perdure depuis des années, c'est le cas de l'Indénié. Je ne parle même pas encore de la rue Ministre à la Palmeraie. Oui. Chaque fois, c'est récurrent. C'est quoi le problème ? Selon des informations, dans les canalisations, il y a du solide, alors que normalement, c'est fait pour drainer seulement que du liquide. Ça. Mais c'est dû à quoi? À l'incivisme des populations ou à l'incapacité de nos ingénieurs? Ok, en fait, quand on prend le cas de l'Indénié, je pense que si on suit bien l'actualité au niveau de ce point précis, il faut dire que depuis 2011-2012, il n'y a plus d'inondation au niveau du carrefour de l'Indénié. Parce que nous avons réalisé des ouvrages qu'on appelle des bassins tampons. Vous êtes sûr? Oui, oui. Parce qu'en fait, l'inondation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'après, pendant qu'il pleut, on peut observer effectivement des lames d'eau au niveau du point, puisque c'est un exutoire de près de 25 km². Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est un exutoire donc c'est un phénomène normal parce que souvent, on se dit qu'il y a des points où on peut circuler pendant qu'il pleut. Non, il y a des points bas où pendant qu'il pleut, nous sommes tenus de pouvoir avoir une certaine alerte de sorte à réglementer la circulation. Mais au niveau de ce carrefour, depuis 2011, comme je disais, il y a eu des bassins tampons qui ont été réalisés. Le bassin de la CIE, le bassin de Fraternité Matin, le bassin du lycée technique, qui permettent de pouvoir retenir l'ensemble des produits d'érosion, l'ensemble des déchets qui arrivent. Donc souvent quand vous partez, vous voyez que nous sommes en train d'enlever régulièrement les déchets qui sont au niveau de ces bassins tampons, de sorte à ce que tous ces produits ne soient pas évacués sur la voie. Et dès que la pluie cesse, c'est-à-dire dans les 15 minutes qui suivent, la voie, les eaux sont parties et la voie est praticable. Mais par le passé, lorsqu'il pleuvait, il fallait attendre que des engins viennent faire l'évacuation de tous ces dépôts sur le bitume avant de pouvoir reprendre la circulation. Donc à ce niveau, les travaux qui ont été réalisés permettent de maintenir une circulation pendant la saison. C'est vrai qu'elle est ralentie, mais dès que la pluie finit, la circulation est automatiquement rétablie parce que les ouvrages fonctionnent normalement et tout s'évacue. Alors justement, on va peut-être mettre un préalable. C'est quoi une inondation? Puisque selon vos explications, la rétention d'eau qu'on peut observer au niveau de l'Indénié n'est pas définie comme une inondation. Qu'est-ce qu'une inondation alors? Aujourd'hui, une inondation, c'est une accumulation importante d'une flaque d'eau, en fait, d'une épaisseur d'eau, du fait soit du dysfonctionnement d'un ouvrage ou de l'absence d'un ouvrage qui permet de perturber soit des trafics et qui permet de créer des dégâts matériels et même souvent voire des pertes en vie humaine. Et donc aujourd'hui, là où on observe des cas d'inondation, c'est là par exemple où on n'a pas d'ouvrage qui soit réalisé. Et ça, nous avons par exemple au niveau vous avez parlé de la rue Ministre, parce qu'effectivement là-bas, nous devons réaliser en amont des barrages écrêteurs, en fait, des ouvrages qui permettent de retenir une bonne partie de l'eau et d'évacuer à débit constant pour que les ouvrages qui sont en aval ne soient pas de grandes sections. Mais l'année dernière, et même il y a 2 ans, les études ont été réalisées et les financements qui devaient être obtenus on s'est buté sur les déplacements de population qui ont occupé l'ensemble des sites qui devaient être utilisés pour pouvoir construire ces barrages écrêteurs. Et donc aujourd'hui, nous avons pu avoir une étude actualisée sur les coûts de déplacement de l'ensemble des populations. Et nous avons réintroduit ce dossier de sorte à pouvoir réaliser des ouvrages et régler les problèmes au niveau de ce quartier. Docteur Kwame, donc vous êtes en train de nous dire sur ce plateau que quand il pleut et que les populations ne peuvent pas circuler normalement du fait de la pluie, c'est normal? Oui, pour certains points, c'est normal parce que quand il pleut, il y a des points bas où, normalement, il y a une augmentation des lames d'eau en fonction de la position. Si c'est un exutoire, quand on prend le carrefour de l'Indénié, si c'est un exutoire pour 28 km², toutes les eaux doivent sortir par là. Donc, du coup,
on a une augmentation on de n'a pas pensé à l'épaisseur ça d'eau. pendant la construction de ces infrastructures-là pour atténuer, parce que ça peut créer des dégâts, ça peut créer des difficultés. Est-ce qu'on n'a pas pensé à ça quand on concevait tout cela, afin que voilà, ça ne soit pas des moments, entre guillemets, qu'on accepte comme qui pouvons faire du mal à des populations, parce que ce moment-là dont vous parlez, là, forcément, ça peut avoir des incidences sur un automobiliste, sur des enfants, sur un passant. Oui, en fait, la conception intègre tous ces aspects, mais tenez-vous bien, nous avons ce qu'on appelle des périodes de retour. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, en 2014, lorsque nous prenons les données météorologiques, nous avons eu plus de 200 mm de hauteur d'eau supplémentaire. Pour 2017, ça sera le même cas par rapport aux prévisions météorologiques. Et donc, lorsque nous avons ces débits exceptionnels, alors les points bas, les exutoires peuvent, de manière exceptionnelle, faire l'objet d'une accumulation importante d'eau et donc perturber, pendant la précipitation, certains trafics. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons en fait rassurer la population qu'au niveau de Carrefour Lindenier, la situation est sous contrôle parce que l'ensemble des ouvrages qui y sont fonctionnels, l'ensemble des entretiens se font régulièrement, se font sur toute l'année et ça permet de pouvoir garantir une circulation fluide au niveau de ce point, à l'exception des pluies qu'on appelle exceptionnelles qui pourront par moments perturber le trafic. Très bien. Définitivement. Donc, pour finir, alors moi, la question que j'aimerais vous poser pour finir, hein, quand on prend le cas de la rue Ministre, par exemple, on voit que des maisons sont construites sur des passages d'eau à des points, des talvecs et tout, des endroits où on ne devrait pas construire. Est-ce que l'ONAD est en collaboration, travaille en collaboration avec le ministère du Plan et de l'Urbanisme ou de la Construction? Donc, qui délivre les permis de construire à ces personnes qui construisent là où elles ne devraient pas? Et qu'est-ce que l'ONAD fait? Oui, aujourd'hui, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement, de l'Urbanisme. Et le ministre est à pied d'œuvre pour regarder ces questions spécifiques, puisque aujourd'hui, nous, effectivement, on constate que souvent, de manière clandestine, il y a l'occupation de ces sites-là. Donc, le ministre est en charge de la construction, de l'urbanisme, aujourd'hui en train de prendre toutes les dispositions pour que l'ensemble de ces points isolés, là, de ces points critiques, fassent l'objet de déguerpissement, de délocalisation pour pouvoir réaliser les ouvrages qui sont prévus pour soulager les populations du point de vue des eaux pluviales. D'accord. Et on va vraiment rester là-dessus et suivre l'affaire et vous réinviter une prochaine fois pour donner... beaucoup de questions et beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'interrogations et ça, c'est très important, surtout pour la sécurité des populations. Il est 6h27, c'est le moment venu maintenant pour la météo, le journal qui est présenté aujourd'hui le 6h30 par Maïsako. À tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. On devra s'attendre à un temps généralement nuageux sur les régions du sud du pays avec des possibilités de pluie localisées au cours de la matinée. Le reste du pays sera partiellement nuageux avec des intrusions du soleil. On enregistrera 26 degrés de température à Abidjan, à Diaké et à Bondoukou, 27 degrés à Boaké, 26 degrés à Daloa, Zimbokro affichera 27 degrés, 25 degrés à Gagnoa, à Korogo on notera 27 degrés, 24 degrés à Mans, Odéné affichera 27 degrés, 26 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et de Tabo et 25 degrés dans le district de Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, au sud du pays, malgré les intrusions du soleil, le ciel sera progressivement intéressé par des passages nuageux pouvant occasionner de la pluie par endroits. Ailleurs, le temps sera relativement ensoleillé en début de période. Toutefois, en fin d'après-midi, quelques orages isolés accompagnés parfois de pluie seront attendus au nord-ouest et à l'ouest du pays. On notera 30 degrés comme température à Abidjan et à Diaké, 34 à Bondoukou, 33 degrés dans les villes de Boaké et de Daloa, Dimbokro enregistrera 34 degrés, 32 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Korogo, 31 degrés à Mans, Odéné affichera 34 degrés, 29 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et de Tabou et 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et agréable journée à vous.
MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part lundi dans la soirée à la table ronde des chefs d'État et de gouvernement à la chancellerie fédérale à Berlin sur les investissements privés dans les infrastructures en Afrique. Une autre articulation de l'initiative Compact with Africa pour un partenariat constructif entre l'Afrique et le G20. Le G20 qui veut contribuer à l'amélioration des infrastructures de base et mettre l'accent sur la concrétisation des projets pays par pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est rentré mardi de sa tournée européenne et américaine où il a passé une dizaine de jours. Sur ses principales places financières mondiales, le chef du gouvernement à la recherche d'argent pour le financement de ses projets a présenté les atouts de la Côte d'Ivoire aux investisseurs. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'émission de l'Eurobond. C'est d'ailleurs une moisson fructueuse, d'autant que le total de souscriptions s'élève à 1140 milliards de francs CFA. San Pedro coupé du reste du monde, les pluies diluviennes ont eu raison de la ville. Plus de voies d'accès terrestres, les ponts reliant la deuxième ville portuaire aux autres villes de la Côte d'Ivoire ont cédé sous le poids de l'eau ou ne sont plus praticables. Le constat de Sam Kona avec le commentaire d'Adama Koni. Les dernières pluies viennent d'isoler San Pedro du reste du pays. Toutes les voies terrestres d'accès sont coupées. Ici, sur l'axe San Pedro-Sassandra, à 10 km de la ville, l'eau a envahi le pont Brimé, la chaussée, les plantations et les deux villages environnants. L'eau a entouré les deux villages, les habitants ne peuvent pas se déplacer. Le pont il n'est pas cassé, mais il est complètement dans l'eau. Circulation interdite pour les automobilistes en partance ou en provenance des Grands Bérébi. Le pont au niveau du corridor a cédé. Les piétons, aidés par les pompiers civils, arrivent à se frayer un passage. Pour le moment, sur l'axe San Pedro-Soubré, la chaussée s'est effondrée à 4 km de la ville balnéaire. Les véhicules sont obligés de stationner au grand désarroi des usagers. Situation chaotique. Là, je pars en mission, je ne peux pas faire autrement. Je suis venue tomber sur ça. Donc, impuissante face à ce qui nous arrive. Voilà. On est bloqué ici depuis 8 heures. La voie est vraiment très récente. C'est cassé de part et d'autre du goudron. Et vraiment, on ne sait vraiment pas comment il faut faire pour se rendre à Abidjan. Le préfet des régions, préfet du département de San Pedro, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Nous appelons vraiment toutes les autorités compétentes à apporter assistance à nos populations pour vraiment qu'une solution urgente soit trouvée. Dans la ville même de San Pedro, des inondations sont constatées, comme c'est le cas devant cette maternité et le centre hospitalier régional, du fait des constructions anarchiques. Le ministère de la Salubrité et de l'Environnement du Développement durable a organisé la quinzaine nationale de l'environnement. C'était au Parc national du Banco samedi dernier. Objectif, sensibiliser la population pour une prise de conscience individuelle en vue d'apporter une contribution à la protection de l'environnement. Chris Diomandé, Fankwadio. Le Parc national du Banco, poumon vert et réservoir hydraulique de la ville d'Abidjan visité par des acteurs de la protection de l'environnement. Dans ce groupe, des experts, des représentants d'ONG, des étudiants, mais aussi des enfants. Les chefs, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait la forêt pour que nos enfants puissent vivre demain décemment. Il y a lieu de féliciter ce qui se fait aujourd'hui dans la gestion des forêts, dans la protection de l'environnement, de nos mers, de nos océans, de salubrité. Il faut renforcer ces actions. Une activité récréative et didactique. Nous sommes dans le contexte de la quinzaine nationale de l'environnement initiée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Sous la verdure, des stands de partenaires et des visiteurs. À la réalité, cette journée paraît comme un pèlerinage dans la forêt du Banco et elle constitue pour chaque participant
Un exercice pour une prise de conscience pour la préservation de la nature. Nous sommes très heureux de découvrir cet espace naturel et d'apprendre un peu plus sur la nature. L'intérêt pour nous, c'est d'inciter la population à la préservation de l'environnement. Parce que c'est démontré que l'une des plus grandes causes de pollution est due au transport. La quinzaine nationale de l'environnement, dont le thème est construire une Côte d'Ivoire émergente avec la nature, regroupe 3 grandes journées. Les journées mondiales de l'océan, de l'environnement et de la lutte contre la désertification. Ces 3 journées mondiales, couplées à l'opération Grand Ménage, visent, selon la tutelle, à attirer l'attention de tout citoyen sur sa responsabilité à protéger son capital naturel contre toutes les formes de dégradation et d'agression. Et cela en vue d'établir entre la nature et l'homme des relations durables. Autre chose, le Chamsi, le club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, entend lutter contre la déscolarisation et la non-scolarisation de la jeune fille. Au cours de la nuit de reconnaissance à Dieu organisée le samedi dernier, plus d'une trentaine de millions de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir les efforts de cette association islamique dans la lutte contre la déscolarisation de la jeune fille. C'était en présence du ministre de la Solidarité, Maria Toukouné, et l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Parga Sorokoni. La scolarisation de la jeune fille, selon le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, était d'environ 55% en 2015. Taux jugé insuffisant selon le Chamsi, club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, qui, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Maroc en Côte d'Ivoire, a initié une nuit de reconnaissance à Dieu. Objectif, magnifier la paix, la stabilité et la prospérité en Côte d'Ivoire. Et aussi sensibiliser et recueillir des fonds en vue de la construction de plusieurs lycées de jeunes filles avec internat dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Pour cette première édition, plus d'une trentaine de millions de francs CFA ont été recueillis. Il faut envoyer les jeunes filles à l'école. Il faut permettre à nos femmes aujourd'hui de prendre une place dans la vie politique, dans la vie économique. Et pour cela, il faut qu'elles partent à l'école. Former des jeunes filles de milieux peut-être défavorisés permet demain d'avoir des femmes ivoiriennes qui vont élever leurs enfants dans de bonnes conditions, dans des conditions de valeurs humaines, morales et spirituelles qui seront à même de leur permettre un avenir positif. Cette nuit de reconnaissance à Dieu a bénéficié du soutien de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, marraine de la dite cérémonie représentée, et du ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. La création de la Fondation Chamsi est une initiative à saluer et à encourager, eu égard à sa mission principale, qui est l'éducation de la jeune fille. Cette mission, d'ailleurs, épouse la vision du président de la République de faire de l'éducation de la jeune fille un moteur de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. L'éducation de la jeune fille lui permet d'acquérir certains outils, certains instruments, certains rudiments qui lui permettent de se prendre en charge dans la société. Conférence sur le pardon et la reconnaissance à Dieu, signature de convention en vue de permettre la scolarisation de la jeune fille dans les lycées d'excellence, intronisation d'un nouveau membre du Chamsi et prière. Autre temps fort de cette nuit d'adoration et de reconnaissance à Dieu correspondant au 15e jour du jeûne de Ramadan. On s'intéresse à présent à un fait de société qui est l'albinisme. L'albinisme à laquelle une journée a été dédiée. On en parle avec Astou Touré. La Fédération des associations et organisations pour le bien-être des personnes albinos de Côte d'Ivoire, FAO-BACI, a célébré la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. L'objectif de cette cérémonie est de lutter contre les stigmatisations, les stéréotypes, aussi briser les barrières qui entravent la jouissance de leurs droits ainsi que leur participation et leur intégration dans le tissu social. Nous attendons de l'État de nous aider à avoir des prises en charge ophtalmologiques et dermatologiques. Nous souhaitons à ce que l'État aussi prenne la question même de l'albinisme dans les différents programmes nationaux de développement. L'albinisme est une condition génétique rare, non transmissible mais héréditaire. Il se manifeste par une absence de pigmentation à la mélanine au niveau des cheveux, de la peau et des yeux. En raison de la recrudescence des agressions commises à leur encontre, Amnesty International mène des actions de sensibilisation aux côtés de la FAO-BACI. Au niveau des tests
Il y a la dernière constitution ivoirienne qui les encourage, qui les appuie, et il y a qui s'appuie aussi sur la résolution de l'ONU. Donc du coup, aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui est bien vraiment, et puis il y a une volonté qui existe. Nous ne faisons qu'accompagner cela. Ensemble, nous allons sensibiliser la population ivoirienne sur certains préjugés que les gens ont pour que cela puisse changer. Les personnes atteintes d'albinisme, la Côte d'Ivoire en compte environ 30 000. Selon l'OMS, la prévalence varie entre un cas sur 15 000 en Afrique subsaharienne et une personne sur 20 000 souffre d'albinisme en Europe et en Amérique du Nord. La Fédération des associations et organisations pour le bien-être des personnes albinos de Côte d'Ivoire existe depuis 2011. Il regroupe 7 associations et organisations. En culture, l'écrivain centenaire Bernard Dadier continue d'être magnifié et honoré. L'écho de son immense œuvre va se faire à travers une fondation. La fondation Bibliothèque Bernard Dadier va regrouper l'ensemble de ses écrits, les thèmes développés dans ses œuvres et surtout son combat pour l'émergence d'une littérature africaine au cœur de l'éducation et de la conscientisation des peuples. Les objectifs et la vision de cette fondation lancée par des universitaires ont été présentés au grand public. Serge Collier. Un pionnier et un géant de la littérature africaine, dit de lui Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, au moment de lui décerner en février 2016 le prix UNESCO-UNAM. Un monument, un trésor vivant de la littérature mondiale, rétorque le professeur René Nyaliega au moment de jeter les bases de la Fondation Bibliothèque Bernard Belin Dadier. Nous avons une chance énorme parce que Bernard Dadier est encore vivant, plus de 100 ans. Et nous savons tous qu'il est un patrimoine national, un patrimoine universel. Donc il était tout à fait logique et normal que nous mettions en place une fondation par rapport à la grandeur, à l'immensité de l'héritage qu'il laisse à l'humanité. Aux côtés du président de cette fondation, les professeurs Ziggy Koléa, vice-président, Nicole Vincilioni, secrétaire général, vont œuvrer à assurer la diffusion, la lecture et l'utilisation des œuvres du père de la littérature ivoirienne. Pour l'heure, la résidence de Bernard Dadier est le siège de la fondation. Nous espérons en tout cas que dans les années à venir, nous aurons un siège plus imposant, plus grand, parce que ce que nous avons à la maison là, c'est un trésor immense, inestimable. L'écrivain centenaire a félicité ses universitaires pour l'intérêt à lui accordé. J'ai jamais pensé qu'un jour, j'aurais eu une fondation à mon nom. Je vous remercie tous. Bernard Belin Dadier aura convaincu la sphère littéraire sur la qualité de son immense œuvre. Une œuvre débutée en 1933 pour ne plus jamais s'arrêter. À l'étranger, un gigantesque incendie ravage une tour d'habitation de Londres. Les secours ont enregistré plusieurs blessés. De nombreuses personnes pourraient être restées dans le bâtiment. Près de 200 pompiers étaient encore à l'œuvre à 5h30 heure locale pour maîtriser le sinistre. Le président américain Donald Trump autorise le Pentagone à décider du nombre de soldats en Afghanistan, une décision prise pour contrer l'avancée des talibans. Le président brésilien Michel Temer s'est défendu avec force d'interférer avec les autres pouvoirs en réaction à un article du magazine Veja qui l'accuse d'avoir demandé au service secret d'espionner un juge qui enquêtait contre lui pour corruption. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci à vous, Maïsako. Vous le savez, c'est toujours un plaisir et un bonheur de vous avoir. Un plaisir partagé. Merci. Allez, bonne journée à vous. Excellente journée. Fatim Djedje s'installe pour la revue de presse. Le temps pour moi de vous rappeler que dans quelques instants, donc juste après cette dite revue de presse, nous allons prendre langue avec M. Seydou Konaté, qui est le directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Oui, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du donneur de sang. Et puis, en thématique, donc à partir de 7h, le docteur Bernadette Assonguessan nous parlera de femmes salariées et vie de famille. Tout un programme qui s'annonce alléchant. Restez donc en notre compagnie et posez vos questions si vous en avez sur la page Facebook. Miss Djedje, on peut y aller. Revue de presse, on est toutes oui. Et on commence avec l'excellent éditorial plein d'ironie de Venance Conan à lire dans Fraternité Matin.
Les mêmes taudis situés toujours aux mêmes endroits s'écroulent, les mêmes caniveaux débordent et parfois des gens meurent. Mais chaque année, nous sommes surpris. Donc cette année encore, malgré les prévisions météorologiques, nous avons été fort surpris par la pluie. Et comme l'année prochaine, à la même période, il y aura de fortes pluies, apprêtons-nous maintenant à être surpris. Alors, ce début de chronique dont je viens de vous faire part a été rédigé par Venance Conan. Écoutez-moi bien, le 23 juillet 1999 dans Fraternité Matin. Et nous sommes en 2017, 18 ans après, et la pluie continue de nous surprendre chaque année au mois de juin. L'année prochaine, de nombreuses rues de la zone 4, de Koumassi, de la Riviera Palmeraie, de Yopougon, d'Abobo, de Trècheville, de Bingerville, les mêmes auxquelles se seront rajoutées de nouvelles, seront inondées. Nous publierons des photos spectaculaires dans nos journaux. On déplorera quelques morts et après, la pluie, on aura tout oublié en attendant la prochaine surprenante pluie. On parle politique avec l'Inter. L'Inter, les militants du PDCI du département de Guitry sont descendus sur Abidjan en début d'après-midi pour protester contre les nouveaux responsables nommés à la tête de leur délégation. Au nombre d'une centaine, ces militants, parmi lesquels on comptait des leaders des instances de jeunes et des femmes, ainsi que des secrétaires de section et des membres du Grand Conseil, ont littéralement assiégé la maison du PDCI où ils tenaient coûte que coûte à rencontrer le secrétaire exécutif Maurice Kakou Gikawe. Ils avaient soigneusement préparé des motions pour marquer leur indignation suite au changement opéré à la tête de leur délégation. Alors dans leur motion, les secrétaires de section récusent formellement le nouveau délégué de Guitry 1, Drin Dominique Dago, une personnalité dont ils dénoncent l'absence de toutes les activités de la délégation du PDCI durant la décennie qui s'est écoulée. Au sujet de M. Olivier Kouakou pour la délégation de Guitry 2, il n'est pas militant et n'a jamais participé à une activité du PDCI dans cette localité, déplore-t-il. On va parler de sport. Maintenant, on s'intéressera bien sûr aux éléphants, mais on commence avec un événement. Selon l'expression, Brice Samba, Roger Itoto, Oumar Dieng sont les anciens internationaux qui ont donné leur accord pour prendre part au gala international de football qui se tiendra en août prochain à Grand-Bassam. Des internationaux français comme Christian Carambeu, Luc Sonor, Laurent Fournier ont de même confirmé leur présence. Outre ces internationaux, des anciennes gloires du football ivoirien, notamment Abdoulaye Traoré, Youssouf Fofana, Ibrahim Bakayoko, Magui Serge et Oumar Ben Salah seront également de la fête. On poursuit donc avec la question du jour de Nord-Sud, à savoir que pensez-vous du nouvel entraîneur de l'équipe nationale, Marc Wilmotte, est-il à la hauteur ? Un étudiant nous dit, pour le moment non, il n'arrive même pas à mettre les éléphants dans un dynamisme collectif. À la même question, un autre étudiant nous répond, le problème ce n'est pas qu'il soit bon ou mauvais, c'est un début, il faudra le juger à long terme, mais pas actuellement où l'équipe est en pleine reconstruction. Et enfin, une troisième personne répond avec sagesse, en ce qui me concerne, il est bon, étant donné qu'en football, il y a la victoire et la défaite. Le peuple ivoirien doit lui laisser un peu de temps. On part à l'international et pour la première fois depuis 5 ans, Joseph Kabila s'est exprimé dans la presse étrangère. « Je n'ai rien promis du tout », dit-il. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, le président de la République démocratique du Congo a assuré n'être tenu par aucun engagement à propos d'une élection présidentielle d'ici à la fin de l'année 2017. L'accord de la Saint-Sylvestre qu'il a co-signé le 31 décembre 2016 prévoit pourtant la tenue d'élections présidentielles, législatives et communales avant décembre 2017. L'organisation de ces élections est une obligation, juge le quotidien congolais Le Potentiel. Des engagements pris par les différentes parties doivent être respectés. Malheureusement, sur le terrain, tout porte à croire que ces élections constituent le cadet des soucis de ceux qui nous gouvernent, regrette le journal. De son côté, le site guinéen, le Djeli, trouve de quoi se féliciter. Heureusement que l'Union européenne ne se laisse pas prendre au piège de la supercherie Kabila, écrit-il. Elle vient en effet de sanctionner 9 de ses proches, dont des ministres en fonction, pour de graves violations des droits de l'homme. Ils sont interdits de circulation dans les pays de l'Union et leurs avoirs ont été gelés. Allez, on va se quitter avec l'insolite et cette histoire qui vous fera certainement sourire. En France, un homme âgé de 27 ans a été arrêté par la police alors qu'il tentait de voler une voiture. Malheureusement pour lui, il s'est coincé le bras entre la portière et la carrosserie et a été obligé de demander de l'aide. Alors, incapable de se dégager par ses propres moyens, il a appelé qui ? La police. Alors, les pompiers l'ont délivré de sa position très inconfortable, puis il a été amené au poste pour répondre de ses actes. Et oui, tel est
qui croient y apprendre, à quoi j'ajoute que le bon sens est visiblement la chose la moins bien partagée dans ce monde. Allez, très belle journée, très belle émission avec Eva et Marcelin. Merci beaucoup Fatim. 6h49 partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous aujourd'hui, 14 juin, mercredi 14 juin 2017. C'est la journée mondiale du donneur de sang. Et le thème de cette journée, c'est bien sûr le don de sang dans les situations d'urgence. Et nous avons le grand plaisir, pour rester en adéquation avec ce thème-là, de recevoir Monsieur le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, Monsieur Seydou Konaté. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour à vous. Ça va bien? Bonjour, ça va. Jingle, invité, et on vous retrouve juste après. Il n'y a pas de jingle, donc c'est pour ça que j'avais continué tout à l'heure. Alors dites-nous tout sur la journée du sang et puis parlez-nous un peu de la situation dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors merci. Il faut dire qu'effectivement, le 14 juin, tous les pays du monde entier célèbrent la journée mondiale du donneur de sang. Ceci pour amener les populations à comprendre l'importance du don de sang et aussi à remercier les donneurs de sang et à les encourager, n'est-ce pas, à continuer à donner du sang. Mais c'est aussi amener les jeunes à participer au don de sang. Vous savez que les besoins nationaux en don de sang sont très importants. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devrait produire 230 000 unités de sang par an. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, nous sommes à 168 000, un peu plus de 168 000 dons de sang. Donc vous avez à peu près une soixantaine de mille de donneurs de sang qui manquent. Il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Et c'est pour cela qu'il faut demander aux populations. Et c'est pour cela aussi que cette journée est instaurée, pour dire que le sang est une matière qui ne se fabrique pas. Le sang est une matière organique qui vit, donc qui circule dans le corps de chacun de nous. Donc c'est chacun de nous qui doit participer à cet acte de générosité-là. Aujourd'hui, le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait beaucoup d'efforts. Vous savez que nous avons 27 structures de transfusion sanguine sur toute l'étendue du territoire. Et ça, c'est important. En plus de ces 27 structures, nous avons des équipes mobiles qui sillonnent le pays pour chercher ce liquide précieux. Mais si la population ne donne pas, ce sera difficile que quand on arrive à l'hôpital, qu'on dise qu'il n'y a pas de sang. Parce que si vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas en recevoir. C'est clair. Le ministère de la Santé ni le directeur du centre de transfusion ne peut pas fabriquer du sang. On ne peut pas synthétiser le sang. Je vous dis, c'est une matière qui vit, qui respire, donc qui circule dans le corps de l'homme. Le sang provient de l'homme pour appartenir à l'homme. Le sang de transfusion sanguine est une courroie de transmission en vue de sécuriser le produit sanguin. Très bien. Voilà. Comme disait l'autre, le don du sang, c'est le don de soi. Aujourd'hui, quelles sont les conditions pour être donneur de sang en Côte d'Ivoire? Alors, c'est simple pour être donneur de sang. Il suffit d'avoir 18 à 60 ans et être apparemment en bonne santé. Apparemment. Apparemment. Parce que c'est le médecin qui peut décider si vous pouvez ou non donner du sang. Absolument. Donc, si vous arrivez, vous voyez le médecin, vous dites je vais donner du sang, on regarde votre identité, vous avez entre 18 et 60 ans, on vous fait un petit interrogatoire, un petit examen sommaire. Si vous êtes apte, vous partez au don de sang. On ne prélève que 450 millilitres, moins d'un demi-litre. Alors que l'être humain a à peu près entre 4 et 5 litres de sang qui circulent dans le corps. Donc on ne prend pas beaucoup de sang. On prend un tout petit peu de sang qu'on sécurise. Sécuriser, c'est quoi? On s'assure que ce sang que vous avez donné est propre à la transfusion, que ce sang peut être utilisé par un malade. Et donc, on va faire une batterie d'examens pour éviter, n'est-ce pas, des transmissions de maladies infectieuses, par exemple. Mais aussi, on fait le groupe sanguin. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, la majorité de la population... O+. Ah oui? Voilà, 50% des Ivoiriens sont O+. 22% A+, à peu près 20% B+, et AB, ils sont autour de 6%. Voilà. Et souvent, il y a des produits sanguins qu'on cherche qu'on ne trouve pas. Lesquels? Ce sont les négatifs, les registres négatifs. Par exemple, le AB il représente 6% de la population. En plus, si vous êtes AB négatif, vous avez peut-être 2% de la population. Donc si un AB négatif a besoin de 4 poches de sang, c'est difficile à en trouver. C'est pour cela qu'on demande aux populations de ne jamais arrêter de donner du sang. On peut donner du sang 4 fois dans l'année pour les hommes et 3 fois pour les femmes. Vous savez, la matière qui est le sang est une matière qui périme vite. Vous avez prélevé du sang aujourd'hui, au bout de 35 à 42 jours, il est périmé. Il faut reconstituer le stock. C'est pour cela qu'on demande aux gens. Sinon, le centre de transfusion allait faire le stock annuel pour garder. On ne peut pas faire de stock annuel.
tous les 42 jours, tous les 35 jours, il faut renouveler les stocks. Et c'est pour cela qu'on demande aux gens de venir tous les jours. De venir tous les jours, parce que c'est difficile de supporter que le sang circule dans la population ivoirienne et que dans les hôpitaux, les gens meurent parce qu'il n'y a pas de sang. Parce qu'on n'est pas solidaire. Justement, monsieur le directeur général, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre le fait que c'est difficile d'avoir du sang, des poches de sang à tout moment de l'année, qu'on soit donneur officiel ou pas. C'est difficile. Est-ce qu'il y a un deal dans le sang, comme certaines mauvaises langues peuvent le dire? Est-ce qu'il y a un deal, il y a des deals dans la transfusion sanguine, dans les dons de sang, les poches de sang? Voyez-vous, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a un gap de 60 000 poches de sang à couvrir. Ça veut dire tout de suite que les besoins sont importants et qu'on n'arrive pas à couvrir les besoins. Mais pourquoi on n'arrive pas à couvrir les besoins? Parce qu'on n'est pas solidaire. Parce que les Ivoiriens ne veulent pas aller donner du sang. Ils veulent du sang, ils ne veulent pas donner du sang. Je vous ai dit qu'on ne fabrique pas le sang. C'est un engagement qu'on doit prendre. Chacun de nous doit prendre cet engagement à aller donner du sang. Quand on se lève le matin, on se pose la question, est-ce que j'ai rendu cet acte de générosité? Parce que ce sang, on peut avoir besoin. D'ici de son domicile au travail, on peut avoir un accident. On peut avoir besoin de sang. Vous allez au centre de transfusion sanguine, il n'y a que 2 donneurs qui attendent. Alors que toute la population peut donner du sang. Voilà. C'est pour cela qu'on a instauré cette journée, pour amener les gens à donner. C'est important. L'État de Côte d'Ivoire a mis 26 structures de transfusion sanguine sur toute l'étendue du territoire. Si 1% seulement de la population ivoirienne donne du sang, on est sauvé. 1%. Aujourd'hui, nous sommes à 0,7%. Vous avez dit que c'est un acte de générosité. Je pense que c'est même un acte citoyen. Et pour chacun d'entre nous, à commencer par soi-même. On entend dire également que quand on est donneur et qu'on a besoin de sang en retour, on ne paye pas. C'est gratuit pour soi. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi certaines personnes disent que bien qu'étant donneur, on leur demande quand même d'acheter du sang? Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le sang. Je veux qu'on soit clair aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire ce qui n'est pas juste. Tous ceux qui sont vraiment des donneurs de sang, qui ont leur carte de donneur de sang, ils savent, quand ils viennent au centre de transfusion sanguine, c'est gratuit. C'est gratuit pour eux, c'est gratuit pour leurs descendants, c'est gratuit pour leurs ascendants, ça veut dire leur maman, leur papa, et c'est gratuit pour leurs conjoints ou conjointes. C'est gratuit. Ce n'est pas seulement le sang qui est gratuit, mais tous les examens biologiques qui sont faits au centre de transfusion sanguine sont faits gratuitement pour ces gens-là. Donc, dire que le donneur de sang paye du sang, c'est absolument faux. Et je peux le dire ici, vous pouvez demander au président des donneurs de sang qui existent en Côte d'Ivoire, les associations de donneurs de sang, le sang est gratuit pour les donneurs de sang. Et mieux, aujourd'hui, dans le cadre de la gratuité ciblée, les enfants de 0 à 5 ans, le sang est gratuit. Les femmes en période d'accouchement, le sang est gratuit. Aux urgences, dans les 48 heures, le sang est gratuit. Donc, je voudrais dire à la population ivoirienne, si vous êtes dans cette gamme, dans cette population-là, si on vous fait payer le sang, dénoncez. Vous avez le droit de dénoncer, parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui l'a exigé. Et en dehors de ça, tout le reste de la population, c'est-à-dire les 30% qui restent, parce qu'il faut dire que le couple mère-enfant est le couple qui consomme plus de sang en Côte d'Ivoire. Les femmes et les enfants consomment plus de 60% de notre production. Donc les 30% qui restent, il y a un abattement de 30% là-dessus. Aujourd'hui, une poche de sang, on dit que le sang est cher, le sang est cher. Bon, c'est peut-être cher, mais je vous dis que la vie n'a pas de prix. L'État de Côte d'Ivoire subventionne le sang. Une poche de sang revient à l'État de Côte d'Ivoire en fabrication, en production, à 50 000 francs CFA. Mais si vous allez à l'hôpital de Port-Boué, le sang, c'est 2 000 francs CFA. La poche. La poche. Au CHU, c'est 5 500. À la clinique privée, c'est 25 000. Ça veut dire de 50 000, vous avez le prix de cession. Ça veut dire que partout où on se trouve, l'État subventionne le sang. En plus de cela, les personnes qui bénéficient de la gratuité ciblée ont le sang gratuitement. Donc, on ne peut pas nous dire que le sang coûte cher. Le sang est subventionné. Le problème de la Côte d'Ivoire en matière de sang, c'est la participation de la population. La communauté doit s'investir. S'il y a suffisamment de donneurs de sang, le sang sera gratuit pour tout le monde. Mais il y a un élément qui est très important aussi, c'est l'information, la sensibilisation, la communication. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'étonnent de savoir qu'il y a 27, 26 établissements. Il faut communiquer là-dessus aussi, parce qu'il ne faut pas tout concentrer sur Abidjan. Il faut communiquer, il faut faire connaître ces établissements-là. Ça aussi, c'est votre rôle, vous devez le faire aussi.
Et oui, c'est notre rôle. Ne venez pas de façon sporadique seulement sur le plateau quand il y a la journée mondiale, mais il faut que parfois, quand on ne vous attend pas du tout, on puisse avoir vraiment un centre. Alors là, vous me tendez la perche. Ça, je suis content de vous entendre dire ça, vous les journalistes, vous les gens de la télévision. C'est sûr que si vous me prêtez votre tableau tous les mois, moi je serai là. Non, mais vous aussi aller à l'intérieur du pays, aller où, partout, en tout cas créer le buzz, entre guillemets, afin que les populations soient sensibilisées. Parce que ce n'est pas à Abidjan seulement qu'on doit donner Je le vous sang. dis tout à l'heure que nous sommes partout. Nous sommes partout à l'intérieur du pays. Ça veut dire que ceux de Boaké, ils sensibilisent avec Boaké, ceux de Korogo, ils sensibilisent avec les populations de Korogo. Nous avons des associations de donneurs de sang dans pratiquement tous les établissements scolaires et dans les universités. Nous travaillons avec eux. Nous avons des associations de donneurs de sang dans les entreprises. Et là, je tiens à dire aux entreprises qu'il faut qu'ils participent. Aujourd'hui, nous sommes en saison de pluie. Nous sommes en période des examens scolaires. Les vacances vont bientôt arriver. Les donneurs de sang qui sont les jeunes de 18 à 60 ans, les jeunes de 18 à 45 ans représentent plus de 45% de la population des donneurs. Donc nous devons aller vers les entreprises. Je leur demande de nous aider, d'accepter que nos équipes arrivent dans leurs entreprises, collecter ce liquide précieux. Très bien. Merci beaucoup, monsieur... Monsieur Seydou Konaté. Monsieur Seydou Konaté, merci pour votre intervention. Le message est lancé, hein, il a dit le sang ne se fabrique pas, c'est un don de soi avant tout, parce qu'on est tous, comme on le dit, tous des malades en puissance. Hein. On a tous besoin de sang d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est rassurant dedans, c'est que quand on fait le test, quand on va donner son sang, c'est également un mini bilan de santé, puisqu'il y a beaucoup de pathologies qui sont recherchées. Et puis ce qui est encore bien, et que ce dont vous nous avez rassuré ici, gratuit pour le donneur, ses ascendants, ses descendants et son conjoint. Marco et moi, juste après, on vous retrouve au centre de transfusion sanguine pour prendre le sang, pour qu'il fasse un don. Merci beaucoup pour votre fidélité. C'est nous deux ou bien c'est moi seul? Je vous accompagne. Oui. Je vous accompagne, Marco. Elle est sur ce plateau, dans ce studio. Elle viendra s'installer dans quelques instants. Le docteur Bernadette Assong-Nguessan nous parlera aujourd'hui de femmes salariées et vie de famille. Comment concilier tout ça? Comment éviter les problèmes éventuels qui pourraient survenir? C'est dans quelques instants. Il a hâte. Non, mais il y a un point route avant pour s'échauffer, avant la thématique. On y va, Christine Akoussa. Alors, nous allons avoir maintenant le point route qui va nous permettre de découvrir Cocody. Là, c'est dans le nord d'Abidjan avec la circulation qui est de mise, avec un temps très très menaçant. Vous le constatez vous-même. Sortez couverts, sortez avec vos parapluies, j'entends. Oui, ne me regardez pas comme ça. Nous sommes sur le pont de Gaulle, en plein cœur du plateau. Les nuages sont très chargés, très bas. Encore une pluie qui s'annonce du côté du plateau. Et ensuite, après Cocody, après le plateau, Treshtown, Treshville, également sous une forte menace de pluie avec la circulation qui est de mise. Attention, mesdames et messieurs, on ne le dira jamais assez. Prudence, prudence, prudence. On finit avec Koumassi. Apparemment, il pleut déjà parce que la chaussée m'a l'air assez humide. Donc, faites attention si elle est glissante. Franchement, on tient à vous. On vous aime tellement qu'on vous invite à la prudence dans ces périodes de pluie. Pour ceux qui sont dans des zones à risque, il faut partir, il ne faut pas rester là parce que franchement, on tient à vous, on vous aime et on ne veut pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Et prudence également, si vous êtes en couple, que vous êtes une femme et surtout si vous êtes salarié, prudence à bien gérer avec parcimonie donc votre participation dans la vie de famille. Voilà, femmes salariées et vie de famille, c'est le thème délicieux que nous avons à vous offrir dans la thématique. Voici le récapitulatif ou du moins le postulat que nous posons. Et après, nous nous retrouvons avec notre spécialiste, Madame Bernadette Assong-Nguessan, qui va nous parler un peu de tout ce qui gravite autour de ce thème. Trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie de famille, les femmes en rêvent, mais les freins demeurent et mener de front ces deux batailles constitue souvent une prouesse. L'exemple avec Dame Aka et Asso. L'une est journaliste, mariée et mère de 4 enfants. L'autre est économiste, mariée et ayant des enfants. Entre vie familiale et travail, ces deux femmes tentent de s'organiser, mais la tâche n'est pas aisée. Je suis journaliste, c'est pas facile de concilier
la famille, la gestion des enfants avec la fonction de journaliste, parce qu'on est tout le temps parti, mais c'est une question d'organisation et de planning. Avant de sortir de la maison, je m'assure que tout va bien, je m'assure de ce que les enfants vont manger le matin, en termes de petit déjeuner, le déjeuner, et puis le soir, en fait, je prends toutes mes dispositions pour qu'une fois partie, je sois libre dans la tête pour bien faire mon travail. Moi, je sais qu'en tant que femme, ma mère m'a toujours dit depuis ma petite enfance que le premier marié d'une femme, c'est son travail. Quand je me réveille, je lave les plus petits moi-même, je les habille et je les accompagne pour l'école. Avant de partir, je dis à la servante un peu ce qu'elle aura à faire dans la journée pour la cuisine et autres. Quand je suis au travail, j'appelle pour savoir si tout se passe bien, puisqu'il y a le dernier qui est là, si tout va bien. Même s'il n'y avait pas, j'allais pour savoir si la maison se passe bien, si les gens sont passés, qui est passé, pour voir un peu la situation de la journée de la maison. Quand je vais en mission, j'appelle régulièrement pour voir si tout va bien, si les enfants sont en bonne santé. Et quand je dis trop, monsieur réclame, madame, revenez à la maison. Deux femmes différentes, mais qui rencontrent les mêmes difficultés, celle de la gestion du temps. Entre les rendez-vous chez le médecin, à l'école, les réunions et les déplacements, ces championnes du planning sont devenues des jongleuses de l'impossible. Difficile de tout prévoir, alors la difficulté de l'organisation qui mine la vie professionnelle et familiale a des conséquences. Cette dame auxiliaire en pharmacie a vite fait un choix. Déjà, quand on s'est rencontrés, et j'avais déjà mon premier enfant. Il savait très bien ce que je faisais, mais ça n'a pas empêché de venir me demander, de venir me marier et tout. Et voilà que maintenant qu'on est mariés, il se plaint. C'est lui qui trouve que je dure au travail, c'est lui qui trouve que je travaille la nuit. Mais attends, quand tu me cherchais là, quand tu venais me chercher chez moi, tu savais très bien qu'il y avait des horaires comme ça, mais ça ne t'a pas gêné. Donc je pense que ça ne doit pas être un problème. Hein. Et là, ça devient chiant parce qu'il se plaint à chaque fois de tu ne viens pas vite. Donc ça a fait que le couple n'a pas duré et voilà, on s'est séparés. Le travail empiète, la famille déborde et les femmes craquent. Tout en étant des salariés comme les autres, les femmes continuent d'assumer la majeure partie des responsabilités familiales et domestiques. Une double charge qui ne facilite pas les choses et qui conduit à cette interrogation. Qu'est-ce qui est plus important, la famille ou le travail ? La question est posée, on y répondra bien évidemment. Mais avant d'y arriver, bonjour docteur. Bonjour Eva, bonjour. Beaucoup de choses ont été dites dans cette vidéo, beaucoup d'exemples ont été donnés. Voilà, beaucoup de personnes se sont reconnues là-dedans. On se rend compte en tout cas que la femme a une double casquette hein, quand elle est salariée, quand elle exerce une activité rémunératrice. Elle est à pied d'œuvre déjà au travail. Et quand elle rentre à la maison, elle a aussi son rôle de maîtresse de foyer à assumer, ce qui n'est pas évident et qui peut poser des problèmes dans la gestion du couple. Tout à fait. En fait, c'est à dessein hein, que nous avons voulu parler de ce thème parce que aujourd'hui, de plus en plus de femmes travaillent. C'est-à-dire, quand on dit une femme qui travaille, c'est la dame qui sort de la maison, qui fait une activité et en retour de cette activité, elle a une rémunération, un salaire. Le salaire, donc, va avec l'argent, avoir de l'argent et avoir donc les possibilités de faire un certain nombre de choses. L'argent rime aussi avec pouvoir. Et donc, ces deux choses-là font que le rôle premier de la femme, qui est donc la femme maîtresse de maison, ça, quand je dis le rôle premier, c'est ce qui est dévolu, et de façon sociale, c'est ce qui est dévolu à la femme, d'être une mère de famille, d'être une bonne épouse à la maison. Et donc, il y a comme une concurrence entre ces deux rôles à jouer. Le rôle donc, de la femme, quand on parle de femmes qui travaillent à un certain niveau de responsabilité et donc avec un certain pouvoir d'achat, pouvoir de décision, pouvoir dans tous les sens, et la femme maîtresse de maison qui doit être celle-là qui est docile, celle qui doit être soumise, entre griffes et tout cela. Et donc, il y a parfois quelque chose qui ne va pas quand les deux rôles sont mal compris et mal maîtrisés.
La dernière fois, hors micro, hors caméra, nous échangeons. Je vous ai parlé de cette dame-là qui travaille dans une compagnie, dans une grande société de la place, qui dirige au moins une équipe de 10 voire 15 personnes et qui est très autoritaire. Mais lorsqu'elle arrive à la maison, c'est comme s'il y avait un dédoublement de personnalité. Elle est docile, elle est douce, elle n'est pas violente, elle ne nargue pas son mari, elle le respecte, même si ce monsieur est un simple fonctionnaire quelque part qui touche moins qu'elle. Est-ce que cette image-là est toujours réaliste dans nos sociétés d'aujourd'hui? Réaliste, c'est ce qu'elle devrait être. Il s'agit de 2 rôles et il faut pouvoir jouer les 2 rôles. J'ai mon rôle de femme et ma nature de femme qui ne change pas. Le rôle et nature. Le rôle et la nature de femme qui ne change pas. Je suis une femme et donc dans la société, mon rôle de femme, c'est d'être l'épouse, c'est d'être la mère, c'est d'être l'amie, la confidente de tout ce petit monde qui tourne autour de moi dans mon foyer. D'accord? Et puis, à côté de l'autre, de cet état de choses, il y a la femme qui apporte l'argent, qui a l'argent et qui contribue aux charges de la famille. Parfois, la femme salariée peut avoir plus d'argent que l'époux, peut ramener plus d'argent à la maison que l'époux. Mais comme nous disons, tout est question de personnalité. Si ma personnalité est que pendant mon développement, pendant ma formation, j'ai été une personne qui a toujours été minimisée, brisée, infériorisée, j'ai intégré toutes ces choses avec beaucoup de complexes. Et puis, du jour au lendemain, parce que j'ai été à l'école, j'ai étudié, j'ai un grand diplôme, ou même que je n'ai pas étudié, mais j'ai monté une affaire qui prospère, qui marche bien, et je suis à la tête d'une structure qui fait de gros chiffres d'affaires, et donc je suis millionnaire. Du jour au lendemain, ce travail me donne donc l'occasion de répondre à toutes les humiliations que j'ai encaissées, à toutes les fois où j'ai été mise de côté. Cela me donne du pouvoir, l'argent donc me donne du pouvoir, et ce pouvoir-là, je l'exerce déjà dans la structure dans laquelle je travaille parce que je suis un grand responsable, j'ai du personnel à ma disposition, je prends les décisions et donc cela me donne du pouvoir. De là à transposer ce pouvoir à la maison, c'est une question de personnalité. Si vous n'avez pas vu que le travail qui vous donne ce pouvoir et donc de pouvoir répondre à ce que la société peut-être vous a fait pendant votre enfance ou pendant votre carrière, en début de carrière et tout cela, à un moment donné, vous avez tendance à transformer la maison. Donc, l'époux peut être en chef du personnel et les enfants à des rôles de substitution de l'entreprise qu'on dirige. D'accord. Docteur, ça dépend. Est-ce que ça ne dépend pas également de la personnalité de l'époux? Parce que bien évidemment, on le sait, l'argent donne de l'assurance, l'argent donne une confiance en soi. Pour rester dans l'exemple que vous avez donné, une femme qui aurait été brimée toute son enfance, rabaissée, humiliée, aujourd'hui, qui a confiance en elle parce qu'elle sait qu'elle s'est faite toute seule déjà. Il y a cette fierté-là d'y être arrivée alors que personne n'y croyait. Aujourd'hui, de pouvoir subvenir à ses besoins, d'être peut-être même le pilier de cette famille élargie qui n'a jamais compté sur elle. Le mari, dans le cas où il touche moins, il peut se sentir frustré et vouloir montrer à la maison que même si tu gagnes plus que moi, je reste l'homme. Et avoir une attitude hautaine, voire méprisante dans cette femme-là pour qu'elle justement fasse profil bas. À ce moment-là, elle ne va pas se laisser faire. Alors, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'ils sont mariés? Pourquoi est-ce qu'ils se sont choisis? C'est des choses qui arrivent. Pourquoi est-ce qu'ils se sont choisis? Et quel modèle de couple veut-il vivre? Dans l'adversité ou dans l'harmonie pour eux-mêmes et pour leurs enfants? Toute la question est l'attitude on peut avoir un homme qui, effectivement, veut dire « je suis l'homme de la maison », mais il n'a pas besoin de le dire. Il n'a pas à le dire. Mais il y a des hommes qui vivent très mal. S'il le dit, c'est qu'il y a un souci. Non, mais c'est qu'il y a un souci. C'est parce qu'il est complexé, tout simplement. Oui, c'est pour ça que nous parlons toujours de la personnalité des personnes qui sont en face. Si cette personne-là ne se sent pas bien dans sa peau, elle a un mal-être qu'elle doit exprimer en
montrant et en tapant sur la table chaque fois en disant « c'est moi le maître de la famille, c'est moi le chef », c'est qu'il y a un problème dans le couple. Parce que dans le couple, les choses sont déjà préétablies. L'homme est le chef de la famille et la femme est la maîtresse de maison. Ce sont des fonctions, ce sont des rôles que la société nous donne et il faut pouvoir rester dedans. C'est quand on veut changer de statut social dans le couple que les problèmes commencent à venir. Alors, même quand l'homme n'a pas d'argent ou n'a à moins que la femme, il mérite le respect. Il mérite le respect mutuel. C'est cela qui fait qu'un foyer peut aller de l'avant et qu'une famille peut se construire harmonieusement et que les enfants peuvent se développer sans trop de soucis. D'accord ? Je pense qu'il faut, au fait, le souci aussi, c'est de ne pas infliger à l'autre ou de ne pas frustrer l'autre avec son salaire ou son état. Et puis aussi, c'est vrai, hein, parfois, il y a des hommes, il faut le reconnaître, qui n'ont pas cette lucidité ou bien cette clairvoyance-là de savoir que oui, c'est une femme, elle est indépendante, enfin, je veux dire, elle a un certain niveau, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire à deux. Et puis, ce que moi j'aimerais dire, c'est que quand on a vu tout ça, quand la femme a son passé, où elle sait que oui, on n'a jamais compté sur elle, quand l'homme est complexé, mais il y a quelque chose qui peut nous réunir, c'est l'éducation, non? Oui, l'éducation est fondamentalement, qu'est-ce que nous voulons de notre foyer? Voilà. Qu'est-ce que nous voulons de notre foyer? L'argent qu'apporte la femme salariée à la maison, c'est l'argent de la famille. C'est l'argent du couple. C'est plus pour elle seule. Non, ce n'est pas l'argent pour elle seule. Normalement, dans un foyer, il faut établir un budget. Qui apporte quoi dans le budget de la famille? C'est vrai que je suis salarié et que j'apporte de l'argent. Nous disons que l'argent est pour le foyer, mais il est vrai que cette personne, cette dame qui travaille, a de la famille aussi, qui peut compter sur elle et qui naturellement compte sur elle. Madame Nguessan, oui. Excusez-moi de vous couper, mais on dit chez nous en Afrique en général que l'argent de la femme, c'est son argent, et l'argent du mari, c'est l'argent du couple. Est-ce que vous pensez qu'en 2017, ça c'est encore valable? Cela est valable si les deux personnes pensent que cela doit se faire ainsi. Une femme qui travaille et qui a de l'argent, qui apporte de l'argent, ce ne serait pas correct de dire mon argent m'appartient à moi. Merci. Et que l'argent de mon époux appartient à toute la famille. Mais dans ce couple-là, il y a la moitié de vous et il y a la moitié de votre conjoint. Les responsabilités voudraient que, dans la mesure où nous sommes ensemble pour constituer cette famille-là, ce que nous pouvons apporter l'un et l'autre, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan éducationnel, que ce soit sur tous les plans, chacun doit apporter sa part pour que le foyer se consolide. Si un seul doit faire tout, à un moment donné, il y a la lassitude, il y a ce que l'autre personne qui apporte toujours va vouloir être au-dessus, bien plus qu'il ne faut, ou peut être lassé, fatigué, et le problème va surgir. Le fait de pouvoir mettre tout ensemble et de compter l'un sur l'autre pour construire le couple, c'est une démarche qui consolide les liens et qui favorise le respect dans la vie de couple. Eva, vous voulez intervenir? Oui, je sens bouillonner un tout petit peu parce que c'est peut-être idyllique, mais c'est un moins de conflits dans la famille et c'est ce qui devrait être. Malheureusement, comme nous disons, l'argent est synonyme de pouvoir ou s'accompagne toujours de pouvoir. La femme qui a de l'argent a tendance à dire « j'ai de l'argent, j'en apporte plus que mon époux » et donc aura tendance à outrepasser son rôle de maîtresse de maison et à vouloir être le chef de famille. Quoique dans certaines familles, le rôle de chef de famille en tant qu'apporteur privilégié ou primordial de tout ce qu'il faut pour la famille et la femme, elle doit pouvoir rester dans son rôle de mère et d'épouse. Merci. Justement, merci beaucoup pour cette réponse. Justement, vous l'avez bien défini, hein, dans nos sociétés, l'homme est le chef de famille, la femme la maîtresse de maison. Donc, chef de famille, on sait ce que c'est, et maîtresse de maison, en tout cas, moi je le conçois comme gestion.
tout ce qui est gestion, l'homme, tout ce qui est décision, la femme, tout ce qui est gestion. Quoique, on prend les décisions à deux. Alors, dans le cas où le monsieur, malheureusement, a perdu son emploi ou ne travaille pas et que c'est la femme qui travaille et qui subvient aux besoins de toute la famille, est-ce que ce rôle-là, naturellement, ne lui est pas dévolu? Parce que finalement, elle qui est censée avoir le rôle de gestionnaire, c'est elle qui se retrouve à prendre des décisions. Le monsieur, pour des dépenses, il est obligé de lui demander de l'argent. Finalement, elle se retrouve à avoir et le rôle de chef de famille et le rôle de maîtresse de maison. Alors, cette dame n'a pas compris grand-chose à ce qui est la vie de famille et à la vie de couple. Parce que l'argent que j'apporte, c'est de l'argent que je remets à mon époux. Pour le bien de la famille. Dans une famille où l'homme est arrivé à perdre son travail, à la limite, la famille, les enfants ne doivent même pas le savoir. Franchement. Parce que cela dévalorise l'époux. Mais il voit bien que le monsieur ne travaille pas. Ça, le voir est une chose, le comprendre et l'accepter est une autre chose. Et vivre avec en le respectant est une toute autre chose. Absolument, absolument. Et donc, si le mari, par les circonstances, a perdu son travail ou gagne moins d'argent, l'épouse qui travaille devrait être celle-là qui, comme on dit, il faut couvrir la nudité du mari. Merci beaucoup. Merci de nous édifier ce matin. De couvrir donc, la nudité de l'époux, c'est de lui donner tout ce qu'il faut pour que son rôle de chef de famille ne lui soit pas enlevé, ne lui soit pas contesté. Il y va de sa dignité, de sa fierté. Il y va de sa dignité et de la vie même du couple. Si vous méprisez l'homme avec qui vous vivez, parce que vous avez beaucoup d'argent, ce n'est plus votre époux. Ça veut dire que vous-même, vous avez un problème, vous vous méprisez vous-même. Car l'autre personne qui est à côté, c'est l'autre vous-même. Et donc, il faut pouvoir préserver. Pour que ce couple marche, il faut que la femme qui rapporte le maximum d'argent à la maison fasse profil bas, se mette véritablement dans son rôle de femme. Il faut prendre sur soi et de dire, même si mon mari il me demande de l'argent, et il n'a pas à demander de l'argent, à la limite. Il n'a pas à demander. Il n'a pas à demander. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes avec Madame Bernadette Asson-Guesson, c'est notre spécialiste en question de famille. Avec elle, nous abordons le sujet ô combien intéressant et voilà, de femmes salariées et de vie de famille. Je rappelle que sur ce plateau, il y a plusieurs thèses qui s'affrontent, surtout entre les deux présentateurs. Alors, il y a une histoire qu'on a, quand on préparait l'émission, il y a une dame qui a eu une augmentation de 150 000 francs sur son salaire. Elle ne l'a pas dit à son homme et ce dernier a découvert le papier d'augmentation un jour comme ça dans le placard. Est-ce que c'est normal? Est-ce que la femme doit donner son salaire aussi? Doit déclarer son salaire? Tout le monde, chacun doit déclarer ses biens? Oui. Bon, est-ce que c'est normal? La norme, c'est quelque chose qui est très relatif, très relatif et qui est très fluctuant et variant. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal parce que c'est un défaut de communication là qu'on vient de constater dans le couple et de confiance aussi. Qu'est-ce qui a motivé que j'ai une augmentation et je ne le signifie pas à mon époux? Cela certainement qu'il y a des difficultés déjà dans ce foyer et donc peut-être pour préserver une certaine autonomie, peut-être une certaine façon de sauver quelque chose dans le foyer, elle préfère ne pas dire et continuer à vivre sur cela, peut-être pour faire des économies et peut-être plus tard faire une grande surprise à la famille. Mais ce qui se passe là, c'est qu'il y a un souci déjà de communication et de confiance dans ce couple. Justement, on a tendance, pardon de vous couper, à accuser la femme justement parce que beaucoup de personnes estiment que l'homme n'a pas forcément à déclarer son salaire entre lui face à sa femme, mais la femme, quand elle a une augmentation comme ça qu'elle cache, ça devient problématique. Je vais prendre un exemple très concret, un couple que je connais qui, indépendamment l'un de l'autre, a souscrit donc aux histoires d'agro-business sans le déclarer ni l'un à l'autre. Et se sont rencontrés pour aller se faire rembourser. Et tout de suite, c'est la femme qu'on accuse. Oui, mais elle aurait dû le dire à son mari et tout. On oublie que le mari non plus n'a rien dit à sa femme. Oui, bon, ça, ce sont des cas écoles hein, dans la vie de couple. Mais nous disons que aussi bien l'homme que la femme doit dire ce qu'il gagne dans le foyer. Cela va
de la survie et de la confiance qui s'établit dans le foyer. Il faut pouvoir, si vous ne dites pas à votre épouse réellement ce que vous gagnez, elle peut avoir des ambitions démesurées par rapport à ce que vous pouvez montrer ou par rapport à ce qu'elle peut savoir dans les corporations. Il y a un minimum, on se dit, dans telle corporation, il y a ce salaire qui est donné. Dans telle autre, il y a tel autre qui est donné. Donc, elle peut partir sur des spéculations. Et toute spéculation est fausse à la base. Elle n'est pas stable. Tout ce qu'on dit, spéculation. Donc, elle n'est pas stable. Alors, pour éviter toutes les suspicions, il est bon qu'au moment où nous cheminons, au moment où nous nous préparons à aller en vie de couple, toutes ces choses-là doivent être claires, elles doivent être clarifiées, elles doivent se dire. Voilà quel est le montant de mon salaire, voilà mon ambition professionnelle, la carrière que je veux faire. Et cela compris, chemin faisant, on s'entraide et on s'organise pour soutenir l'un et l'autre quand les difficultés professionnelles surviennent. Le souci aussi également, docteur, peut-être que vous allez infirmer ou confirmer cela, c'est que parfois, il y a un esprit de concurrence aussi dans des couples, dans certains couples, qui n'étaient pas là pendant qu'on se rencontrait, pendant qu'on comptait fleurettes, c'était bien, tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil. Quand on commence à vivre ensemble, qu'il y a des choses, qu'il y a des réalités maintenant, ça change. Est-ce qu'en définitive, une femme salariée, puisqu'aujourd'hui, je rappelle que c'est de la femme dont il est question, il s'agit, est-ce qu'une femme salariée, parfois, n'est pas un danger pour sa vie de couple ou sa vie elle-même tout court? Un danger, en termes de danger, non, pas un danger, mais il s'agit de choix. À un moment donné, dans l'élément où nous avons vu que cette dame a fait le choix de sa carrière. Et à la fin de l'élément, la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qui est le plus important? À la vérité, toute la question de la femme salariée est là. Absolument. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qui est important pour cette personne salariée, cette dame salariée? Est-ce ma carrière professionnelle? Donc, montrer au monde et à ceux qui sont autour de moi que je peux arriver au plus haut sommet de la hiérarchie au niveau professionnel et faire table rase ou faire fi de toutes les autres considérations. Je m'assume en tant que femme à pouvoir, femme à argent, femme accomplie professionnellement, mais que ma vie professionnelle, ma vie familiale, donc une vie de couple ne m'intéresse pas, une vie avec des enfants ne m'intéresse pas, je fais le choix de la carrière, je fais le choix et je vais jusqu'au bout. Mais quand on a 65 ans et qu'on a fini de faire toute la carrière qu'on veut avoir, on a le compte bancaire aussi fourni qu'on l'aurait souhaité, parfois même au-delà de toute espérance. Quand on a 65 ans, qu'est-ce qu'on fait? On se prend des animaux de compagnie. Un chat, un chien, un crocodile, un serpent. On se prend tout ça. Ou alors on se paye un gigoto, un gigolo. D'accord? Et finalement, ce qu'on ne voulait pas construire quand on était dans la fleur de l'âge ou au moment où on devait construire ces choses-là, on ne les a pas construites. Et puis on se retrouve donc en fin de vie à mener une vie solitaire, une vie de désolation, parce que le compte bancaire, malheureusement, ne viendra pas vous dire « vous êtes belle ce matin ». Très bien. Belle conclusion. Dit, oui, l'argent n'achète pas tout, l'argent n'achète pas le bonheur. Merci Madame Nguessa, je vous remercie franchement de tout cœur, au nom de tous les hommes qui sont dans ce studio. Alors du coup, si on pouvait avoir les hommes de ce studio, on a Malik du décor, on a... tout le monde est là et est en train d'écouter généreusement. Bon, on le citera demain. En tout cas, merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Grâce à vous, on apprend et on réapprend beaucoup de choses sur ce plateau. N'en déplaise à certaines personnes qui... Voilà. Suivez mon regard. Eva? Oui. C'est fini? Oui, malheureusement. Trop tôt, pardon. On a tellement envie de... Sadia, voilà, le cadreur, on a Guy Noël, on a Anassé, on a tout le monde. J'espère que je n'oublie personne. Et ça tombe bien. Puisqu'on a parlé de femmes salariées, n'oubliez pas que le salaire, par exemple, entre autres, peut servir à offrir un cadeau au mari pour la fête des pères, par exemple. Nous sommes dans la semaine de la fête des pères. Je suis le chargé de communication officielle de tous les pères, en tout cas du matin. En tout cas, on attend nos cadeaux. Cette fois, ce n'est plus les chemises, les t-shirts, les sous-corps. Non, on veut de vrais cadeaux.
comme ce qu'on vous fait. On vous fera des bisous, ce sera bien suffisant. Allez, oui, c'est ça, toujours des bisous. Merci d'être resté en notre compagnie. Kadi Fadiga, donc à la rédaction chef de ce magazine du matin, et Christelle Akoussa qui réalise, et puis toute la bande du matin. On salue également Isaac Dosso, c'est sur Fréquence 2 les matins d'Isaac. On fait un gros coucou également à son équipe. On se retrouve à 14h30 ou demain, c'est selon. Ciao, ciao.